Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième séance de webinaire Insight OSV. Pour rappel, ce cycle de webinaire a été mis en place pour vous emmener des éclairages concrets sur la reprise de l'activité grâce à des témoignages de leaders de l'industrie ou d'experts du réseau OSV. Et aujourd'hui, nous allons parler assurance crédit à l'export et la gestion du risque à l'étranger. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Baroucan, qui est Export Manager chez Arva Nicampex, et Bonjour à tous. Thierry Benetto, qui est le directeur de clientèle d'IoCrédit. Je vous invite à poser vos questions via le module des questions, et puis Nicolas et Thierry pourront y répondre en fin de présentation. Donc, bonjour à tous les deux. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, il fait un peu froid au showroom là, j'avoue. Donc je viens d'enlever ma veste, j'espère que je vais survivre, mais on est passé en mode clim à la société. Mais tout va bien, Darine, merci. Et Thierry, ça va? Et Il fait on froid n'a chez pas. toi? Non, moi on n'est pas encore passé sur la clim, donc tout va bien, tout va bien. On respire d'ailleurs un peu plus puisque je suis à Lyon, donc voilà, mais tout va bien, malgré ce mauvais temps, mais qui fait du bien. Il faut qu'il pleuve. Oui, ça fait du bien quand même aussi. Parfait. Eh bien, on va commencer avec Nicolas. Pourrais-tu nous parler un peu, nous présenter Arva Nicampex et aussi la présence de la marque à l'export? Ouais, merci Darine donc pour l'introduction. Rapidement, Nicampex, c'est une société familiale, hein, un peu plus d'une trentaine d'années. Il y a une activité essentielle dans la distribution depuis le début, notamment autour de marques niches du ski de randonnée. Et puis petit à petit, la société a récupéré d'autres marques et aujourd'hui, on est un acteur en France et à l'international. Notamment aussi sur l'outdoor, les voyages avec différentes marques dans l'univers de l'outdoor. Essentiellement, on est aussi propriétaire de la marque Arva, Snow Safety Equipment, les systèmes de protection individuelle type DVA, les airbags notamment. Donc c'est une marque qu'on conçoit et qu'on développe en France et à l'international. La société aujourd'hui c'est environ 35 personnes, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros avec une activité principale en B2B. Donc, la répartition sur l'export et la France, c'est environ 40% à l'export et 60% en France. Essentiellement, une fois encore, sur la marque Arva, puisque c'est celle qu'on conçoit et qu'on développe à l'international. Donc, très rapidement, hein, moi, je suis arrivé en 2012, donc ça fait déjà 8 ans. Pour situer un petit peu le contexte avec l'assurance crédit, à l'époque, on travaillait beaucoup en direct avec des agents, notamment sur l'Italie et l'Andorre. Sans structure, c'est-à-dire qu'on livrait, on facturait directement les détaillants avec des agents, une force commerciale qui était pilotée directement depuis Nicampex. Fin 2011, quelques mois avant que j'arrive, on a mis en place un premier contrat avec la COFAS. Et l'objectif, c'était clair, hein, c'était sécuriser le développement sur les marchés directs, c'est-à-dire les marchés des magasins, des détaillants, et notamment sur l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Andorre, le Benelux. Donc, c'était un challenge qui n'était pas évident, motivé par la raison essentielle qu'on voulait reprendre le contrôle de la distribution. Et puis, en plus, on voulait sécuriser et fluidifier le paiement des distributeurs sur le grand export. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel je suis arrivé. On connaît le contexte avec l'Italie, hein, ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, on a 400 détaillants en Italie. On a très peu d'argent dehors. Grâce au système qu'on a mis en place, et puis on parlera après de l'assurance crédit. Mais en gros, le contexte quand je suis arrivé, c'est ça. Aujourd'hui, le contrat a évolué depuis 8 ans, notamment grâce aux courtiers, grâce aussi au développement de la société en chiffre d'affaires et puis en présence à l'international. Mais après, on abordera ce point-là un petit peu avec Thierry plus en détail. Et du coup, quel est le vrai intérêt d'une assurance crédit? Donc, tu l'as appliqué à un moment donné où Arva Nicampex a eu cette idée. Et quel était l'intérêt à la base ou la motivation à la base? Et puis, quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui de faire Très appel à une clairement, assurance crédit? tout à fait. Donc, moi, les réponses que je vais faire, là, c'est vraiment lié à mon expérience et c'est pas lié à des lectures que j'ai faites. C'est vraiment, je vais vous parler aujourd'hui concrètement de mon expérience à mon poste. L'objectif, c'est vraiment, pour moi, une assurance crédit, c'est diminuer les risques, en fait. Hein. C'est diminuer les risques qu'on prend, soit sur le marché domestique, soit sur les marchés étrangers. Et puis, l'objectif aussi, c'est de sécuriser les paiements.
Donc, en fait, pour moi, il y a deux modules. Il y a le premier module où on doit prendre des informations en amont sur les partenaires avec lesquels on va travailler à l'export, notamment nous, les magasins de sport. Donc ça, c'est le module pour moi en amont, évaluation des risques. Et puis, le deuxième module, c'est intervenir ou comment intervenir en cas de non-paiement et se faire rembourser par l'assurance, le cas échéant, un montant déterminé. Donc ça, pour moi, c'est le module indemnisation. Voilà. Je ne vais pas parler du module recouvrement, qui est quelque chose à part, hein, que je sais qui est aussi traité parfois par certaines sociétés dont nous parlera après peut-être Thierry. Mais pour moi, c'est vraiment ces deux briques-là. Donc, comment ça fonctionne? En fait, très concrètement, on va payer un pourcentage en fonction de notre chiffre d'affaires déclaré aux prestataires, en l'occurrence, nous, c'est à la COFAS, et en l'occurrence, c'est plutôt un pour 1000 qu'un pourcentage, mais très clairement, plus on se développe à l'international ou en France, plus on génère de chiffre d'affaires, plus on va payer ce qu'on appelle un taux de prime qui est important, ce qui paraît plus ou moins logique. Cette déclaration de chiffre d'affaires, on l'a fait de façon trimestrielle dans notre cas, c'est une déclaration qui est imaginée sur la bonne foi. Donc, une fois encore, cette logique, c'est ça. Plus on se développe, plus on va payer. Mais ce qui paraît, une fois encore, à peu près cohérent. Donc ça, c'est pour moi, en gros, l'intérêt, une fois encore, hein, c'est vraiment la gestion et la diminution des risques, à la fois sur le module information, la première brique, vous vous rappelez, en amont, et puis la deuxième, c'est la garantie d'être remboursé en cas d'insolvabilité et ou de non-paiement. Et du coup, est-ce que, par exemple, l'analyse en amont, est-ce que ça a influencé le choix, enfin pour toi en tout cas, le choix d'un client de travailler ou pas avec un certain client, ou est-ce que c'est plutôt, ça influence le type de contrat qui est mis en place? C'est un petit peu les deux en fait, hein. C'est-à-dire que le module information financière de l'entreprise va nous permettre déjà de savoir un petit peu où on met les pieds. Si c'est des marchés, je dirais européens, c'est assez facile d'avoir des informations qui soient à peu près à jour et à peu près cohérentes. Si c'est un marché lointain, au Japon ou la Nouvelle-Zélande, déjà la formalisation des informations financières sont pas les mêmes. Je dirais la mise à jour des données n'est pas forcément évidente non plus, mais en tout cas, c'est un premier élément qui nous permet d'avoir des informations. Mais moi, peut-être, je peux anticiper sur le troisième point, Darine, où il y avait un autre point que tu souhaitais éclaircir sur ce deuxième module ou... Non, c'était ça, savoir à quel point ou à quel moment en fait cette information intervient dans ta prise de décision de travailler avec un client. Ouais, donc ça, je vais vous expliquer concrètement, moi, comment j'utilise l'assurance crédit, puisque Nick Impex, c'est une société assez, on est assez dans l'opérationnel, hein. Moi, quand je suis arrivé à mon poste, j'étais tout seul à l'export. Ça peut peut-être servir aussi pour les autres entreprises qui sont plus ou moins structurées. Aujourd'hui, dans mon service, on est 4, donc ça s'étoffe petit à petit, avec toutes les problématiques d'une petite société qui se développe à l'international. Les problèmes de croissance, les problèmes de palier à chaque fois qu'on passe une étape ou une autre. Mais en gros, on a les mêmes problématiques que les grosses sociétés. Comment utiliser une assurance crédit? Donc ça, pour moi, là, on est vraiment dans le concret. La première chose, c'est qu'il faut qu'on ait un contrat qui soit adapté aux besoins de l'entreprise et surtout qui soit modulable. Et là, on verra après l'expertise des courtiers, notamment du crédit. Mais pour moi, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est quand même très complexe, hein. Moi, je me mets à la place des entreprises qui veulent se renseigner sur un sujet d'assurance crédit. C'est complexe, on n'a pas trop d'informations. Souvent, c'est des grosses sociétés, hein, très clairement, la COFAS ou Altradius ou le RLMS, c'est quand même des entreprises qui ne sont pas évidentes à aborder quand on est une petite ou moyenne entreprise. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure combien ça coûte. Nous, pour vous donner une petite idée, à l'échelle de Nick Impex, c'est 0,2% de notre chiffre d'affaires à peu près. Donc, c'est un risque qui est un coût qui est très acceptable au vu du développement de la société. Donc, comment ça fonctionne très concrètement? Alors, je vais parler un petit peu du cas de Nick Impex et puis après, peut-être que Thierry va recadrer ça de façon plus générale. Mais très concrètement, on a un contrat. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, contrat domestique France avec un taux de prime, c'est-à-dire qu'on paye une prime, une indemnisation en fonction du chiffre d'affaires, et puis un autre taux sur l'export en fonction des marchés. Voilà. La première chose à savoir, c'est que on a mis en place, et en fonction de notre besoin, on a de nombreux
clients, petits magasins avec lesquels on a des flux à l'année qui sont assez limités, peut-être aux alentours de 10 000 €. Donc, on a déterminé, nous, ce qu'on appelle une zone discrétionnaire ou un non dénommé, c'est-à-dire, par principe, prenons le cas de la France ou de l'Allemagne, peu importe, par défaut, si on ne fait aucune procédure, aucune couverture spécifique auprès de la COFACE, on est couvert à 70% sur un montant de 10 000 €. Très concrètement, je livre 10 000 € à un client en Allemagne, je viens d'impayé, je fais les procédures nécessaires auprès de la COFACE pour déclarer mon impayé, j'en parlerai un petit peu après. On a potentiellement une indemnisation à hauteur de 70%. Et ce qui est très bien, puisque ça nous paye largement la marchandise. C'est-à-dire, de fait, par défaut, on va considérer que je suis couvert à hauteur de 70%. Et si ce sont des clients avec lesquels on a un flux normal, il n'y a pas vraiment de sujet, il n'y a pas vraiment d'inquiétude ni de feu rouge de la part de la COFACE, eh ben, on va considérer qu'on est couvert. Cela dit, par ailleurs, si on veut avoir une couverture un petit peu plus élevée, donc au-delà de ces 10 000 €, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 ou bien plus, en ce cas-là, on va demander une couverture spécifique qui rentre dans le cadre de notre contrat. Donc ça demande une démarche spéciale. Donc concrètement, on va se connecter sur le portail de la COFACE. On a un login, on a un mot de passe. Hein, c'est très simple. On a dans ce portail internet toutes les informations qui sont liées à notre contrat. Donc bien évidemment le contrat, les clients pour lesquels on a des couvertures, les conditions spécifiques. On va déclarer aussi notre chiffre d'affaires. On y reviendra un petit peu après. Mais concrètement, on va chercher, c'est un moteur de recherche, donc ça fonctionne très très bien. On va rentrer le numéro de TVA de l'entreprise si on est en Union européenne, ou alors si c'est un pays lointain, on va rentrer le numéro de la société, si c'est au Chili, c'est un numéro spécifique ou avec le nom de la société. Donc ce moteur de recherche, il est très bien fait. On arrive rapidement à identifier l'entreprise, et une fois qu'on a identifié cette entreprise, on va demander une couverture spécifique à X dizaines ou centaines de milliers d'euros. Et suite à ça, la COFACE va nous faire une réponse, bah oui, vous êtes couvert, ou non, vous n'êtes pas couvert. Premièrement. Quand on va contracter ce besoin spécifique, ça va avoir un coût, c'est-à-dire qu'on va payer un coût d'adhésion forfaitaire, et puis il y aura des coûts mensuels ou trimestriels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on demande une couverture spécifique qui rentre en dehors du cadre des conditions générales du contrat, comme je vous expliquais, que la zone discrétionnaire à 70% et au-delà de 10 000 €, une fois encore, c'est dans notre cas à nous, eh bien, on va payer un petit peu plus. Donc là, je suis vraiment dans l'opérationnel. Ça, si on veut une couverture spécifique. Donc, pas de couverture spécifique, 70% à hauteur de 10 000 € dans notre cas, mais ça peut être autre chose pour une autre entreprise qui a d'autres besoins. Besoin d'une couverture spécifique, par exemple, sur un distributeur néo-zélandais, on va demander une couverture à X dizaines ou X centaines de milliers d'euros avec un coût, une fois en cours, forfaitaire et mensuel. Régulièrement, on est informé des évolutions des taux de couverture des clients. Alors, on appelle le rating, là, une fois encore, Thierry rentrera un petit peu dans le détail, mais en fait, on a 3 supports qui vont nous permettre d'être informés. Je vous donne un exemple. Notre distributeur néo-zélandais, eh bien, il va passer d'un statut d'agrément couvert au statut de résilié, dans le sens où la COFACE va déterminer que ces 6 derniers mois, ses résultats financiers, en tout cas les niveaux d'information qu'elle a, ne sont pas du tout favorables. Donc, on va supprimer, la COFACE en tout cas, va supprimer sa couverture. Donc, nous, on sera informé. Il y a 3 moyens. Il y a le courrier qui existe. C'est un peu la préhistoire. Nous, de plus en plus, on essaye de limiter ça, bien évidemment. Il y a des notifications via email, deuxième point. Ou troisième point, ça demande une démarche active, c'est-à-dire on va sur le site internet de la COFACE et là, on voit qu'on n'a plus cet accord-là. Donc, en général, vous voyez, avec ces 3 canaux de distribution-là, ou au moins 2 sur 3, on a l'information qui, pour nous, est primordiale, puisque du jour au lendemain, on n'est plus couvert. Donc, du jour au lendemain, on perd la couverture. Donc, du jour au lendemain, il faut faire très attention à ne plus émettre de facture ou alors à demander, par exemple, un prépaiement. Voilà. Comment on procède en cas d'impayé? Ça peut être intéressant. Donc, il y a 2 étapes. D'abord, on va faire ce qu'on appelle une DMS dans le jargon, c'est-à-dire une déclaration de menace de sinistre. Très simplement, une fois encore, je vais me connecter sur mon portail COFACE. Je vais identifier mon client et là, je vais renseigner un certain nombre d'informations, à savoir les factures concernées. On les envoie sur un format spécifique. L'historique un petit peu avec le client. Pourquoi
pourquoi on a un impayé? Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce que c'est des raisons, des raisons conjoncturelles? Est-ce que c'est des raisons matérielles ou autres? Est-ce que c'est des problèmes de communication avec le client? Donc, on va borner, en fait, on va renseigner et on va dire à la COFACE, attention, feu orange, avec ce client, avec ce distributeur, j'ai un petit sujet, j'ai des petits problèmes de recouvrement, je vous le signale. Voilà. Donc, évidemment, on a un certain nombre, on a un temps à respecter entre le moment de la facturation et le moment de la déclaration. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si effectivement, dans les 2 mois qui suivent ou dans les X jours qui suivent, c'est pas du tout favorable, on voit qu'avec le client, malheureusement, ça n'aboutira pas et on ne se fera pas payer. À ce moment-là, on va demander ce qu'on appelle une DIC. C'est un petit peu technique, hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander en direct. C'est une déclaration d'intervention contentieuse. Donc, c'est la même chose, sauf que cette fois, on va dire, ça suffit. Maintenant, nous, on n'a plus les moyens de suivre cette créance. Donc, on sous-traite à la COFACE. En l'occurrence, nous, une fois encore, on travaille avec la COFACE, mais ça peut être un autre prestataire, ça peut être un autre assureur crédit. Et à ce moment-là, nous, on n'intervient plus. On sait qu'on sera remboursé, donc en fonction des conditions du contrat. Donc, une fois encore, si on est en zone non dénommée, comme je disais tout à l'heure, à 70%, ou si j'ai demandé une protection spécifique à 90%, on a un petit peu de frais, hein, il y a un petit peu de… Mais globalement, vous voyez qu'on va être indemnisé rapidement et on sous-traite une fois encore complètement à la fois le relationnel avec le client et puis la COFACE joue son rôle d'assureur crédit en nous créditant le montant concerné. Voilà. Donc j'espère que j'ai été à peu près clair sur ce sujet-là. Nicolas, j'ai une petite question là. Par rapport à deux choses, pour juste clarifier, du jour au lendemain, la COFACE peut dire on ne couvre plus, enfin la COFACE ou n'importe quelle assurance crédit. Et quelle est la fiabilité des infos que toi, tu vas rechercher sur tel ou tel type de client ou client potentiel? Alors, pour répondre à ta première question très clairement, oui, c'est unilatéral. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la COFACE, via les informations qu'elle a dans son réseau français et je dirais international, décide du jour au lendemain de supprimer complètement la couverture. Donc, oui, ça veut dire que toutes les factures qui seront générées après cette date-là ne seront plus couvertes par la COFACE. Donc, il faut être très attentif. Et puis après, sur le sujet de la fiabilité des informations, bon, là, effectivement, j'ai envie de dire, les informations de façon générale sont assez fiables, mais ça dépend des marchés, ça dépend du contexte, puisque le principe de l'assurance crédit, c'est quand même la gestion du risque. Et on en parlera peut-être un petit peu après. En ce moment, avec le contexte international au niveau conjoncturel et structurel, hein, il y a 2 niveaux. Hein, il y a à la fois l'économie et puis il y a aussi les entreprises. Oui, bien sûr, il y a beaucoup moins de clients qui sont couverts. Mais je dirais que c'est à peu près logique et cohérent. La fiabilité, pour répondre à ta question, une fois encore, elle dépend de mon expérience. Elle peut dépendre du secteur d'activité, elle peut dépendre du type d'entreprise, elle peut dépendre de la zone géographique aussi. Il y a toute cette alchimie-là qui fait que, voilà. Mais là, une fois encore, on reviendra au rôle du courtier après. C'est ce que j'aimerais aborder dans le point suivant, où vraiment le savoir-faire et l'expertise du courtier, elle est vraiment importante. Ouais, du coup, à ce sujet-là, donc tu avais évoqué ta COFACE et d'autres compagnies d'assurance. Et donc, tu travailles avec Thierry. Quel est pour toi l'intérêt d'un courtier dans ce domaine? Eh bien, écoutez, je vais aborder le sujet sous contrôle de Thierry. Mais très clairement, le premier point, c'est la négociation du contrat auprès des divers assureurs. Donc, effectivement, COFACE, Euler Hermès, Atradius. Mais c'est fondamental pour moi parce qu'en fait, souvent, quand on est une petite entreprise, on ne sait pas déterminer notre besoin. On a vraiment pour le coup cette obligation d'être accompagné. Donc, il y a un gros travail de fond qui est fait sur l'adaptation du contrat aux besoins spécifiques de l'entreprise à un moment donné. C'est-à-dire que les besoins que nous, on avait il y a 8 ans quand je suis arrivé ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, prendre en compte le chiffre d'affaires de l'entreprise, sa structure, ses objectifs stratégiques,
Est-ce que l'objectif, c'est de développer le marché domestique? Est-ce que c'est l'international? Dans quel volume d'affaires? Quel est le budget qu'a l'entreprise, hein? Dans quelle mesure elle est prête? Quel budget est-elle prête à donner à cette assurance crédit? Et nous, très clairement, on a un chef d'entreprise qui est tourné sur l'international et il a cette sensibilité-là. Il a rapidement compris que si on voulait se développer à l'international, il fallait sécuriser les paiements. Et donc, il a été d'accord rapidement. On n'a pas eu besoin de le convaincre rapidement d'octroyer un budget nécessaire pour ça. L'intérêt du courtier, le rôle du courtier, pour moi, c'est assister, accompagner l'entreprise dans ses démarches. Donc, c'est premier point, utilisation des outils à disposition. Hein, c'est-à-dire le site internet de la Coface dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était un petit peu rapide, mais c'est pas toujours évident. Hein. Dans les petites entreprises, il y a un langage qui est spécifique, il y a une façon particulière d'utiliser ces outils-là. Et là, très clairement, nous, j'avoue qu'avec Biocrédit, ça se passe très bien. On a une très bonne collaboration. Ils sont toujours réactifs. Et c'est important, on parle le même langage. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le courtier nous accompagne pour la gestion des obligations parce qu'on a des obligations, notamment la déclaration de chiffre d'affaires. Donc là, ils nous donnent aussi leur lumière et leurs bons conseils pour faire les choses dans les règles. C'est important. Et puis le troisième point, c'est les cas d'insistance, c'est-à-dire que le courtier, avec ses rapports, avec les différentes sociétés d'assurance avec lesquelles il est en contact, va nous permettre, dans un cas spécifique, de jouer un rôle dans un cas d'arbitrage. Je vous donne un exemple très concret. On a un client italien avec lequel on travaille très bien depuis des années. Du jour au lendemain, on avait une couverture spécifique, il est plus couvert. Néanmoins, nous, Société Nick Impex, on a toujours eu un bon fonctionnement avec ce client, jamais de retard de paiement, une relation commerciale, administrative qui fonctionne bien. Et du jour au lendemain, on n'est plus du tout couvert, on est vraiment embêté parce qu'on a des flux qui sont assez importants et réguliers avec ce client-là. Et on va demander à notre courtier, on va demander à Thierry ou à son équipe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une insistance auprès de la Coface? On va vous donner des éléments, des historiques, qui prouvent que la collaboration est très bonne avec ces clients-là, mais on a besoin d'être couvert. Et donc là, le courtier remplit complètement son rôle où il va insister, il va discuter, il va négocier avec la Coface pour qu'on puisse avoir à nouveau une couverture ou une partie de la couverture. Et ça, c'est vraiment un accompagnement qui est appréciable, je veux dire. Okay. Voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ça. J'ai probablement oublié des choses, hein. Thierry va abonder dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est une relation tripartite qui fonctionne très très bien et je dois dire que nous, on a très peu d'argent en dehors, hein, chez Nick Impex. On est connu pour être un peu on va dire rigoureux dans la gestion de nos paiements, et pour une société qui fait un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable à l'export, hein, loin de là, 40% pour Arva, et bien on a très très peu d'argent, voire quasiment pas d'argent dehors, et c'est aussi grâce évidemment à l'assurance crédit et puis grâce au courtier qu'on arrive à travailler avec cette alchimie-là et puis gérer, parce que finalement c'est ça, gérer les risques au mieux. Ok, parfait. Ben, merci. Du coup, quelques questions pour Thierry. Est-ce que tu peux commencer par nous parler d'Iocrédit en 3 mots et puis Bien enchaîner sûr. de ton côté sur l'intérêt d'un courtier pour l'export? Parfait. Bonjour tout le monde. Merci Nicolas pour cette brillante présentation de l'assurance crédit. Je pense que tu es bon pour venir bosser chez Diocrédit, hein, si tu le souhaites. Je pense que là, tu as tout compris. Donc, je le savais déjà, mais là, ça s'est vérifié. Diocrédit et le monde du courtage. Alors, Diocrédit fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Dio, on n'a rien inventé, qui est le 5e courtier français. Donc en assurance toute branche, en assurance dite IARD. Nous sommes filiales de ce groupe. Donc Diocrédit, nous sommes ce qu'on appelle un courtier spécialisé dans la gestion des risques dans l'environnement du poste client. Donc Diocrédit travaille exclusivement sur l'environnement du poste client. Alors on va faire un focus sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir l'assurance crédit, qui occupe à peu près 70 à 80% de notre temps, et qui représente à peu près autant en termes de revenus. Mais nous sommes également présents pour tout ce qui est recherche de solutions de financement court terme, acte de cautionnement et renseignement commercial. Je ferme tout de suite la parenthèse. Restons sur la partie assurance crédit.
Pour vous donner un ordre d'idée de cet environnement, la société, donc Diocrédit, réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Nous, notre chiffre d'affaires, pour que ce soit un petit peu plus concret pour ceux qui ne connaissent pas le monde du courtage, notre chiffre d'affaires est composé exclusivement des commissions que nous versent les assureurs crédits. En effet, nous ne sommes pas payés par nos clients, donc Arvan, Iquimpex et Nicolas n'ont jamais vu passer une note d'honoraire ou quoi que ce soit de la part de Diocrédit. Ce sont les assureurs qui nous rémunèrent directement pour que les choses soient totalement transparentes. D'un point de vue taille, répartition sur ce marché qui est assez méconnu tout de même, Diocrédit est le deuxième courtier crédit spécialisé en France. Et est partie prenante dans un réseau mondial que l'on appelle le réseau Astreos, qui est en fait un regroupement de 53 principaux courtiers dans 53 pays, qui nous permet donc de suivre nos clients dans le cas où ces derniers ont des filiales dans les pays concernés, histoire de pouvoir les accompagner dans une démarche locale, puisque les us et coutumes d'un point de vue recouvrement, d'un point de vue gestion et d'un point de vue questions diverses et variées peut-être totalement différentes, que ce soit en France ou pour une filiale même voisine, même une filiale en Suisse. Les pratiques en termes d'assurance crédit et de recouvrement sont totalement différentes de ce qui peut se pratiquer au niveau domestique. Diocrédit, important, comme Arvan et Quimpex, nous sommes une société familiale, totalement familiale, 100% indépendante. Alors, Nicolas parlait de l'intérêt et du rôle du courtier. C'est le premier qualificatif que j'utiliserai et qui est la plus-value finalement du courtier, c'est son indépendance. Comme l'a justement dit Nicolas, l'assurance crédit est un secteur d'activité où il y a très peu d'acteurs finalement. Excusez-moi, il y a effectivement donc une société qui s'appelle Euler Hermes, filiale d'Allianz, donc de l'assureur allemand Allianz, anciennement la SPAC, pour ceux comme moi qui ont dépassé la quarantaine allègrement. Coface, donc qui fait pas très connu d'un point de vue nom, donc Coface qui accompagne toujours de manière historique les sociétés françaises exportatrices, filiale du groupe Natixis, donc du groupe bancaire Natixis. Atradus, un peu moins connu en France, mais qui est un acteur majeur au niveau mondial, qui est filiale d'une société familiale espagnole. Et pour voilà, avec ces trois acteurs, on a déjà fait 80% du tour de marché. Il reste des gens comme AXA Assurcrédit, donc filiale d'AXA, comme son nom l'indique, un grand spécialisé du marché de l'agroalimentaire qui est Groupama Assurance Crédit, de par son rôle historique dans les métiers agricoles. Et enfin voilà, avec cela, on a fait quasiment le tour du marché. Donc, Diocrédit est totalement indépendant. On met jamais en avant un assureur ou un autre. Comme l'a dit Nicolas, nous faisons une approche globale. On essaye avant tout de prime abord de comprendre ce que souhaite une société, ce que recherche une société dans l'assurance crédit. Ça dépend en général. Vous allez tous me dire que oui, le but est de sécuriser le poste client, c'est une évidence. Mais en fonction de la situation commerciale d'une société, il peut y avoir les optiques peuvent être totalement différentes. Une société qui cherche par exemple à investir un nouveau marché à l'export, une société qui est en fort développement commercial et qui va privilégier le business en prenant plus de risques finalement. Une société qui avance un peu plus à pas feutré en fonction d'un secteur d'activité ou d'un contexte commercial et qui va vraiment chercher, parce que peut-être marge assez réduite, va vraiment chercher du business dit sécurisé, un business sûr, même si la notion de sûr à 100% n'existe nulle part, et on le verra un petit peu plus tard par rapport au contexte actuel. Donc voilà, notre rôle est de comprendre les velléités de notre client et de les accompagner au mieux sur ce marché qui est effectivement un petit peu nébuleux quand on n'a pas les clés pour rencontrer ces gros faiseurs de l'assurance crédit. Thierry, oui, bien sûr. Juste 2 secondes. Donc en fait, Nicolas, il n'en a pas parlé, mais quand Dio accompagne un client, est-ce que c'est un contrat avec un assureur pour tout le risque à l'étranger ou en France d'ailleurs, ou est-ce qu'on peut on peut prendre une assurance avec différentes compagnies
selon le pays et le secteur géographique? Alors, la grande règle, si je puis dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs. Aujourd'hui, enfin, les règles sont quand même pas mal assouplies par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Aujourd'hui, pas tous les choix sont possibles, mais beaucoup de choses sont possibles. Vous pouvez tout à fait choisir une assurance X pour couvrir votre chiffre d'affaires réalisé sur le domestique, sur la France, et choisir une assurance Y pour couvrir vos ventes à destination de l'export. Le but du jeu, c'est pas non plus de choisir un assureur A pour l'Italie, B pour l'Espagne, C pour ce que ça devient vite. Après, il faut qu'il y ait une certaine logique. Ça se fait quasiment jamais. Mais effectivement, on a tout à fait la possibilité de switcher, je dirais, les couvertures du poste client de la société, souvent France et export. Mais on peut, de la même manière, effet de levier aidant, choisir de couvrir l'ensemble du poste client, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société, donc auprès d'un seul assureur. Après, ça va dépendre des particularités. Bon, là, en général, on va pas mal parler d'export vers l'Union européenne, voire la plaque nord-américaine. Hein. Je schématise volontairement. Mais il existe néanmoins des assureurs spécialisés sur des marchés un peu plus compliqués, que peuvent être les marchés d'Amérique du Sud, voire les marchés d'Afrique au sens large du terme, où là, le recueil d'informations est extrêmement difficile parce que malheureusement, on s'en rend pas compte tous les jours, mais la nomenclature française, donc le fameux sirène qu'on connaît tous, et on peut s'en targuer, c'est la Rolls au niveau mondial. Il n'y a aucun pays, même européen, qui peut dire qu'il a une nomenclature aussi précise que celle qui est en France. Donc, sur des pays d'export très lointains, il existe aussi des acteurs assez particuliers qui vous permettent d'avoir des informations et donc des garanties. L'un allant, comme l'a dit Nicolas, l'un allant jamais sans l'autre. Donc, je reviens à l'intérêt du courtier, l'indépendance. On n'est affilié à aucun assureur. Il n'y a aucun assureur qui est dans notre capital. Je dirais c'est la genèse même du courtier, c'est son indépendance. Le but, c'est de faire bénéficier à notre client de nos connaissances du marché. Quand je dis connaissance du marché, alors c'est pas un marché qui connaît des révolutions tous les 15 jours d'un point de vue offre. Néanmoins, parce que c'est quand même un marché assez stable, néanmoins, il y a des particularités de montage contractuel que vous ne pouvez par définition pas connaître. Il faut que ce soit son propre métier, nous on baigne dedans toute la journée. Donc dès qu'il existe des clauses spécifiques qui peuvent sortir ou pour lesquelles on se rend compte qu'elles correspondraient pas mal à des problématiques de Nick Impex, par exemple, d'Arva Nick Impex, on les fait remonter et on essaie de les rajouter au contrat COFAS en ce qui concerne Nicolas pour optimiser la police et le suivre du mieux possible. Alors, je ne vais pas re-rentrer, sauf s'il y a des questions en fin d'entretien sur les particularités, sur la technicité, entre guillemets, et l'utilisation des offres. Je crois que Nicolas, avec cette notion de non dénommé, de zone discrétionnaire et de garantie, l'a extrêmement bien expliqué. Mais le principe de l'assurance crédit est basé donc, sur la sécurisation, comme l'a dit Nicolas. Mais je rajouterais quelque chose de super important. Moi, je le vois également comme un outil d'orientation commerciale. C'est effectivement un filet de protection si, in fine, l'assureur crédit a délivré sa garantie en toute connaissance de cause, avec les informations dont elle bénéficiait à l'instant T, qui sont en général assez à jour, hein, surtout par les temps qui courent. Pas d'informations à jour, les garanties sont assez difficiles à obtenir. L'assureur crédit donc, a délivré sa garantie et ça permet effectivement de donner une orientation de business. Ben voilà, si vous savez que vous êtes couvert à hauteur de 100 000 ou 200 000 euros de garantie, c'est que la société, le client ou le prospect encore de Nick Impex est censé être en bonne santé et c'est probablement une société sur laquelle Nicolas pourra investir à l'avenir pour essayer de développer son chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est pas une parole d'évangile, l'assurance crédit. L'assureur se plante, ça arrive tous les jours. À savoir qu'il n'a pas couvert une société qui sera encore présente et heureusement dans 5 ans, dans 6 ans. Les garanties sont fluctuantes et à contrario, l'assureur crédit tous les jours indemnise ses assurés. Et quand il y a une indemnisation de la part de l'assureur au profit de l'assuré, c'est qu'en amont, il y a une garantie qui a été délivrée. C'est-à-dire que l'assureur n'a pas vu quelque chose de majeur dans la santé financière de la société et malheureusement, cette dernière a connu une défaillance, soit officielle avec un équivalent de procédure collective hein, de droit français ou de droit étranger, Chapter 11, enfin j'en passe et des meilleurs, chaque pays a sa terminologie, soit, et c'est très important parce que peu de gens le savent forcément, l'assureur crédit couvre également ce que l'on appelle une insolvabilité de fait.
la société visée, le client, n'est pas en procédure collective, mais n'a pas réglé, par exemple, le NIC Impex, pour toutes les bonnes raisons que ce soit. Tension de trésorerie, ils n'ont pas envie, il y a une problématique X ou Y. Hormis la notion de litige, où là, la procédure est gelée pour analyser le litige, parce qu'il peut toujours se passer un litige. L'assureur crédit indemnisera toujours l'assuré dans le cadre d'un pays. Donc, autre point, et là, peut-être je regarde le temps qu'il me reste. En termes de mode de fonctionnement, Diocrédit a choisi la solution suivante, de fonctionner en trinôme. Donc, le directeur de clientèle, qui s'occupe un petit peu de chapeauter l'ensemble de la relation avec l'assuré. Ce qu'on appelle un chargé d'affaires, dont le métier est de gérer au quotidien les problématiques éventuelles de la police, que ce soit comptable, que ce soit des négociations de clauses ou des questions diverses et variées. Nicolas, on sait tous les deux de quoi on parle, sur les questions au quotidien qu'on peut se poser. Et une personne qui devient de plus en plus importante, et c'est pour ça que Diocrédit a énormément misé sur ces fonctions-là, une personne qu'on appelle un chargé d'arbitrage, qui passe des journées à négocier des garanties jugées insuffisantes par notre client et par nous-mêmes. Le but du jeu, et là aujourd'hui c'est le rôle, j'ai presque envie de dire malheureux, mais c'est un temps énorme, c'est un investissement gigantesque. Le but du jeu, c'est d'optimiser les taux de couverture dont disposent nos clients. Et aujourd'hui, je vous fais grâce, vous vous doutez tous pourquoi en ce moment, c'est une partie qui est extrêmement chronophage et qui est très difficile à négocier avec les assureurs. Les garanties, les assureurs ont réduit leurs engagements eu égard à l'actualité du moment. Et nous, il est de notre rôle, lorsque par exemple Nicolas nous revient pour nous dire moi j'ai plus de garantie sur mon acheteur italien, déjà, pourquoi ? Un assureur crédit ne donne jamais ou de manière très évasive les raisons d'une réduction de garantie ou d'une résiliation de garantie. Nous, on les connaît. On a les accès directs aux arbitres, donc on contacte les arbitres, on prend l'information et on la diffuse ensuite à notre client pour qu'il y ait une explication factuelle du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est un manque de clarté? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que ce sont des éléments effectivement comptables ou de marché qui sont très très préoccupantes, qui font que l'assureur crédit ne veut pas poursuivre sa couverture? Mais effectivement, une couverture peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle n'est pas rétroactive, bien évidemment. Toutes les commandes, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les commandes qui sont en carnet, mais non encore facturées, sont toujours garanties. Par contre, les nouvelles facturations et les nouvelles commandes qui partiront ensuite ne seront plus couvertes à partir de la date de réduction ou de résiliation de la garantie. Donc, notre job, c'est d'accompagner nos assurés et d'être il y a le mot réactivité, alors qui est un lieu commun dans tous nos métiers, mais aujourd'hui, en particulier, la réactivité est énorme et on a une relation qui change actuellement, c'est-à-dire que nous, en Diocrédit, avec nos assurés, c'est plus Diocrédit qui va chercher des garanties auprès de l'arbitrage de l'assureur concerné en prenant de l'information, parce que nous, on bénéficie de l'ensemble des informations du marché des assureurs. Donc, avant d'appeler, par exemple, la COFAS, on s'est renseigné avant. On n'appelle plus comme avant, où on dit « Bonjour Thierry Bonetto, Diocrédit, je ne suis pas content, je n'ai pas la garantie ». Donc, voilà le rôle au quotidien et avec des outils. Bon, moi, j'espère que peut-être qu'on aura avec des intervenants l'occasion d'en reparler, mais on met en place, eu égard à la situation actuelle, un certain nombre d'outils innovants qui sont des outils de gestion et de suivi des risques. Qui est en fait un croisement des niveaux de garantie des 5 assureurs principaux sur un certain nombre d'acheteurs et qui nous permet, nous, de benchmarker un petit peu les niveaux d'engagement et les velléités de couverture, je dirais, des assureurs. Aujourd'hui, pour parler un peu contextuel, les assureurs, on a connu et on va connaître malheureusement un certain nombre de réductions d'engagement des garanties de la part des assureurs, sur l'export bien évidemment, mais également sur le domestique. Et notre rôle est d'essayer de faire un peu l'amortisseur de cette tendance, même si c'est excessivement difficile en ce moment. L'argumentation a totalement changé et on doit à chaque fois monter un dossier finalement argumenté avec notre assuré pour essayer de renégocier des garanties ou au moins maintenir ces dernières lorsque l'assureur souhaite les réduire. Et ce par l'intermédiaire de journées d'arbitrage ou d'autres outils que nous avons mis en place en partenariat avec l'arbitrage de l'assureur. Ok.
Du coup, pour enchaîner sur la situation actuelle, merci Thierry. Comment ça se passe? Est-ce que les assurances crédit ont un peu peur en ce moment ou sont frileuses, ou est-ce qu'il y a des pays où il n'y a pas eu de problème de paiement par rapport à d'autres? Si on prend les détaillants dans les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, où il y a eu un confinement assez strict, est-ce qu'il y a des évolutions sur l'ouverture d'esprit des assurances crédit, ou est-ce que ça continue plus ou moins comme c'était avant le confinement? Alors non, alors il y a eu un énorme impact lors du début du confinement. Pour information, pour que vous puissiez vous rendre compte, mais ce sont des chiffres qui moi me dépassent, et je pense vont dépasser tout le monde. Pour que vous vous rendiez compte, une société comme Euler Hermès, alors j'ai les chiffres sous les yeux, je ne les connais pas par cœur, excusez-moi. Euler Hermès, c'est 950 milliards d'engagements. Donc ils portent 950 milliards de garanties pour le compte de leurs clients. Coface, c'est 569 milliards et Atradus, c'est 672 milliards d'engagements. Effectivement, il y a eu des baisses de garantie assez conséquentes. Alors, sur notre portefeuille, grâce à nos outils en fait, de monitoring, il faut prendre à peu près ces baisses de garantie de l'ordre de 6 à 8% de la totalité des encours de chacun des assureurs. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même énorme. En parallèle de cela, les assureurs crédits, donc oui, il y a une tension au niveau des garanties. Aujourd'hui, avoir une garantie sans bilan 2019, c'est devenu mission impossible. On n'ouvre même pas le débat avec l'assureur, on n'y va même pas. Pas de bilan 2019, c'est un préalable à la discussion. Aujourd'hui, on en est presque à négocier des garanties avec avec un prévisionnel de la société visée, entre guillemets, avec un prévisionnel de compte, en intégrant l'aspect Covid, en intégrant l'impact du Covid. Donc oui, les détaillants ont été fortement impactés, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alors j'ai quelques noms malheureusement assez connus, hein, non pas sur le marché outdoor, mais sur du retail. Une société comme André, hein, qui aujourd'hui est tombée en redressement judiciaire, des gros distributeurs comme Orchestra, qui aussi sont tombés en RJ, MDA, La Halle, des gens comme Prestalis. Aujourd'hui, il y a de gros dépôts de bilan, et l'énorme crainte en fait qu'ont les assureurs, et ce à juste titre, il va probablement, alors personne n'a la boule de cristal, mais il va probablement y avoir une énorme accélération des dépôts de bilan, des défaillances au niveau mondial sur le deuxième semestre. Aujourd'hui, pour la France, il y a des aides. On ne va pas reparler de toutes les aides qui existent, parce que chaque pays a mis en place des aides spécifiques au bénéfice de ses acteurs économiques. Mais entre les PGE, les décalages en termes de prélèvements sociaux et autres, ont fait que pour l'instant, ça amortit un petit peu la difficulté. Après, la reprise d'activité nécessitera de la trésorerie, et là, le questionnement est réellement ici. Surtout sur une période où pendant 2-3 mois, il y a 2-3 mois de chiffre d'affaires perdu pour certains, ne seront pas rattrapables de toute façon. Oui. Donc les assureurs crédits, bien évidemment, en sont totalement conscients. Il y a énormément de négociations avec l'État qui se font en off, avec, entre guillemets, une procédure de réassurance publique. Je ne peux pas en parler parce que ça va être annoncé officiellement d'ici peu, mais il y a eu des négociations avec Bercy pour une procédure de réassurance publique afin que les assureurs puissent faire face à leurs engagements. Puisque là, certains le disent quasiment ouvertement. Dans une hypothèse où les défaillances explosent, certains ne pourraient pas faire face à leurs engagements, malgré des niveaux de fonds propres absolument énormes, hein, qui sont des fonds propres légaux. Donc voilà, il y a des procédures. Chaque assureur crédit est réassuré, hein, bien évidemment. Et après, c'est la boule de neige. C'est une explosion de la sinistralité. Il va y avoir une explosion des coûts de la réassurance, et avec un effet boule de neige, avec encore une baisse de garantie, d'où les négociations qui se passent actuellement avec Bercy pour épauler, entre guillemets, les assureurs crédits. C'est pas pour épauler directement les sociétés de droit privé, c'est plus pour épauler, bien évidemment, le business et la reprise de l'économie, et éviter de gripper le crédit interentreprise dans le cadre d'une reprise que l'on souhaite tous la plus rapide et la plus virulente possible. Et ça, personne ne le sait exactement. Mais le deuxième semestre s'annonce très tendu, malheureusement. Et Nicolas, comment tu vois les choses au niveau de la situation actuelle ou la conjoncture d'ici fin d'année, que ce soit en France ou même notamment à l'étranger?
Voilà, j'ai activé le micro. Nous, très clairement, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'échelle d'une société comme Nicampex, j'ai vraiment dans le concret là. Au mois de mars, on a fait moins 50% et au mois d'avril, on a fait moins 80% de chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans le concret. On a été pleinement impacté par la fermeture des magasins en France et à l'international. Hein. Nous, sur les activités annuelles, c'est-à-dire un peu plus estivales, nos marques annuelles et notamment l'activité estivale, on travaille avec l'Italie, l'Andorre, l'Allemagne notamment. Et voilà, ça c'est vraiment du concret. On s'est rendu compte assez rapidement que l'Allemagne a plutôt bien géré la crise pour deux raisons. La première, c'est que le système étatique a fait qu'ils ont mis en place des aides d'urgence très rapidement pour accompagner les entreprises dans la difficulté et les salariés, premier point. Et deuxième point, sur le marché de l'outdoor, c'est le marché pilote avec l'Angleterre pour les sites Internet. Donc, ils ont, je dirais, géré la crise au mieux. Et nous, de notre côté, on se rend compte que c'est le pays qui s'en est le mieux sorti. L'Italie, avec un confinement drastique, des conditions économiques déjà difficiles pour les magasins, des trésoreries qui sont délicates, des saisons dans l'outdoor entre la neige et les saisons d'été qui sont délicates. Mon distributeur italien, qui connaît très bien le marché de l'outdoor, me disait qu'il allait environ avoir 15% des magasins vraisemblablement qui allaient fermer, qui allaient mettre la clé sous la porte ou se faire racheter. Ça vous donne un petit peu une idée. Voilà, donc la situation est très disparate en Europe. L'Europe du Sud est beaucoup plus impactée, hein, l'Italie, l'Espagne. Ceux qui s'en sortent mieux, évidemment, c'est l'Allemagne et puis la France qui est un petit peu entre les deux, où là, on sent quand même un regain d'activité. Très concrètement, nous, comment ça nous impacte? Je dirais que sur l'été 2020, là, on se rend compte qu'après le blackout et la catastrophe de mars-avril, on se rend compte que mai et juin vont être plutôt des bons mois. On a beaucoup de demandes de magasins qui souhaitent être approvisionnés en France et à l'export. L'Italie redémarre plutôt bien. Mais nous, ça a un impact qui est assez intéressant pour nos campagnes de vente hiver 2021. C'est-à-dire les produits qu'on va livrer à partir de septembre, octobre, novembre, décembre en France et à l'international. Hein, on travaille avec 35 pays. On se rend compte que la période Covid a vraiment impacté les ventes par ce qu'on appelle un effet levier. C'est-à-dire que très concrètement, les acheteurs en magasin, les distributeurs ont eu très peur et donc drastiquement, ils ont coupé dans les commandes de l'année prochaine. Donc nous, on a une stratégie où on est plutôt des gens optimistes chez Arva et puis on a chez Nicampex, on a un petit peu d'expérience aussi avec les années et on se rend compte que en tout cas, on pense que l'activité va redémarrer de façon correcte, voire même peut-être surprenante. On est toujours lié, nous, à des conditions météo spécifiques, mais on a pris le pari de dire, eh bien, le prochain exercice fiscal va être plutôt correct. Donc, on a mis les bouchées doubles pour continuer à travailler. Donc, on va compenser cette période difficile par du travail, de la bonne volonté. On va continuer à investir et puis voilà, on va espérer que ça va bien fonctionner. Petit aparté au niveau de la distribution en Scandinavie, hein, ceux qui font de l'export, c'était difficile hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la situation avec les groupes comme XXL ou Sport One notamment. Il y a eu des grosses catastrophes structurelles, des chaînes de magasins qui se sont fait racheter, des mauvaises stratégies d'achat, je pense plus à XXL. Donc ces gros groupes-là de distribution ont été fortement impactés, donc ça a aussi des conséquences sur la distribution. En Asie, je pense notamment au Japon. Conditions difficiles aussi liées au Covid. Hein. Moi, j'y suis allé début février. Vraiment une activité très très au ralenti et puis une population japonaise très marquée par le Covid. Donc forcément, il y a eu des très gros impacts. Sur des saisons en plus qui commencent à devenir un petit peu délicates au Japon, notamment avec les conditions de neige et le pouvoir d'achat. Et puis pour terminer la boucle, toi qui es américain, Darin, nous on a une filiale aux États-Unis, hein, comme tu sais, tu connais très bien le sujet depuis quelques années, depuis 2011. Nous aux US, notre chef de marché là-bas
nous a fait des retours de vente, de campagne de vente, en disant que c'était très hétéroclite. Ça dépendrait vraiment des États. Hein. Vous avez suivi le confinement aux US. Hein, là, malheureusement, ils sont encore dans une pente montante au niveau des cas. Et globalement, la gestion de la crise est très disparate en fonction des États. Il y a des États où c'est très difficile, je pense à la Californie que tu connais bien, mais pour des raisons météo, hein, c'est la catastrophe, il y a peu de neige cet hiver, donc en plus du Covid, c'est vraiment un État qui est très sinistré. Maintenant, des États comme le Colorado ou l'Utah, la campagne de vente s'est plutôt bien passée. Les gens se déplaçaient, les acheteurs n'étaient pas paniqués. Donc, c'est très, je dirais, ça dépend vraiment globalement des États et du territoire. Maintenant, pour moi, discuter pas mal avec des copains de l'industrie, hein, que ce soit des gens dans l'habit ou dans le matériel, très honnêtement, il faut être clair, les campagnes de vente hiver 2021, elles sont en baisse à 2 chiffres. Mais on pense que ça va se rattraper, notamment avec un hiver correct, des réassorts qui vont revenir. Et puis pour terminer là-dessus, je pense qu'au final, qu'est-ce qui décide de l'acte d'achat? C'est un process très complexe, hein, comme on le sait, mais finalement, le côté positif, c'est que pendant le confinement, il y a eu un petit peu d'épargne, hein, quand même. Et puis, nos consommateurs finaux, parce que c'est eux finalement qui font quand même la loi, on pense qu'ils vont aussi consolider leur acte d'achat. Parce que ce sont des passionnés, parce qu'ils ont aussi du pouvoir d'achat sur des produits très techniques et très spéciaux. Donc, une fois encore, on a espoir et on reste optimiste et on va compenser cette perte d'activité par du travail, de la stratégie, des bonnes idées et puis il faut encore une bonne volonté de nos équipes. Donc, voilà. Super, merci. Du coup, Thierry, là-dessus, vu l'optimisme de Nicolas, ce qui est bien, et puis de ces éléments contextuels qui sont peut-être pas forcément chiffrés au niveau d'un magasin, ou voir si on prend les US, est-ce que pour l'analyse du marché d'une assurance crédit, est-ce que les différents contextes dans chaque État aux États-Unis, est-ce que ces éléments sont pris en compte? Et aussi, est-ce qu'il y a, par rapport à l'optimisme d'une industrie ou des chiffres au niveau de la pratique, est-ce que ça aussi c'est pris en compte par rapport à la volonté d'assurer ou pas certains clients ou certains magasins? Alors, il y a 2 sujets dans de ce que tu viens de dire. Il y a le sujet tarification en tant que tel, à savoir la détermination d'un taux de prime en fonction d'une zone géographique et la délivrance de garanties sur les acheteurs. Le taux de prime d'une police d'assurance crédit, je résume au sens large du terme, va dépendre de plusieurs facteurs. Va dépendre de la typologie de clientèle finale, hein, bien évidemment, non pas de l'assuré, hein, mais des clients de l'assuré, des grosses structures, plutôt des grosses structures, plutôt des petites structures, plutôt du grossiste, du retail, bon bref, toutes les typologies de clientèle sont analysées avec l'historique de l'assureur, bien évidemment. Comme vous pouvez vous en douter, un assureur crédit préférera assurer un gros faiseur, un gros distributeur qui est financièrement solide qu'assurer plusieurs petits distributeurs. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours bon de le préciser dans la logique de l'assureur. Il y a également la zone géographique. Effectivement, assurer des acteurs en Europe ou assurer des acteurs en ce moment en Amérique du Sud, par exemple, le taux de prime n'est absolument pas le même. Il y a une analyse qui est beaucoup plus fine de la part déjà de l'assureur en temps normal sur l'Europe qu'en Amérique du Sud d'un point de vue général. Et il y a également la notion de stabilité politique et économique des pays. Malheureusement, aujourd'hui, et de plus en plus, je ne parle même pas de la crise que nous traversons actuellement, de plus en plus de pays dans le monde sont face à une instabilité politique et économique. De plus en plus, quand vous prenez une carte aujourd'hui, finalement, c'est assez impressionnant. On se rend compte qu'en Europe, on a beaucoup de chance finalement parce qu'on fait partie des zones où ils sont considérés comme étant vraiment vertes, mais les cartes aujourd'hui commencent à être un peu inquiétantes. Donc, il y a cette analyse géopolitique finalement qui, elle, va rentrer en ligne de compte. Maintenant, d'un point de vue marché, oui et non, puisque finalement, le marché de l'outdoor, par exemple, aux États-Unis,
si ce dernier fonctionne correctement eu égard à une conjoncture qui est ce qu'elle est, les chiffres du retail, ces derniers seront bons. Donc, l'analyse de l'assureur de manière intrinsèque sur l'acheteur X, Y, Z sera bonne. D'accord ? Si malheureusement la conjoncture économique, que ce soit sur le marché du retail, sur l'outdoor ou sur tout autre secteur d'activité, n'est pas bonne, les chiffres présentés par les distributeurs et par les clients, au sens large du terme, par les clients de nos clients, seront moins bons, donc les garanties risquent d'être plus compliquées à obtenir. Donc, il y a deux choses distinctes qu'il faut bien prendre en compte dans l'assurance crédit. Il y a le coût qui est indexé sur le chiffre d'affaires dit assurable, sur les zones géographiques en cas d'export, les zones géographiques donc concernées. Assurer l'Europe, c'est toujours moins cher que d'assurer, je reprends mon exemple, l'Amérique du Sud ou des pays lointains, hein, même sans parler de très loin, assurer la Russie, ça commence à être un petit peu complexe. Aujourd'hui, l'Asie, c'est de plus en plus complexe également. Donc ça, c'est cette notion de coût. Et ensuite, totalement décorrélé de la partie coût de prime, donc taux de prime, il y a les niveaux de garantie et qui vont pour le coup dépendre d'une conjoncture ou d'un secteur d'activité particulier. Comme je vous l'ai encore dit, aujourd'hui, on parle des produits outdoor ou de tout secteur d'activité, de l'automobile, de l'aéronautique, ou tout ce qui peut souffrir très fortement aujourd'hui. Le tourisme, par exemple, bien évidemment, les niveaux de couverture se sont très fortement dégradés. D'accord, ok. Merci. Eh ben, il est presque midi et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de présenter, de parler de l'assurance crédit et cette gestion du risque. Et du coup, pour tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde, si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les envoyer et moi, j'appellerai Thierry ou Nicolas ou les deux pour avoir les bonnes réponses. Et puis, je rappelle à tout le monde. Merci Darin, merci à tous. C'est intéressant, je pense qu'on a abordé divers sujets. C'est vrai que c'est parfois un topic qui est assez théorique, mais je pense qu'on a essayé de prendre un peu de recul et voilà. Et moi, je suis dispo pour vos questions, n'hésitez pas. Ouais, et puis merci surtout pour ton optimisme par rapport au marché et par rapport à l'année à venir. Donc, c'est très apprécié. Il faut, je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon. Et puis, il faut bien sûr prendre les bonnes décisions. Mais la vision est toujours importante. Hein. C'est important en sport en général. Si on regarde où on va tomber, il y a de fortes chances qu'on tombe. Et si on regarde vers le sommet de la montagne, on a plus de chances de la gravir. Donc, c'est vrai que c'est un élément important pour moi de regarder dans le bon sens, c'est la bonne direction. Tout à fait. Merci. Et puis, juste un petit dernier mot pour tout le monde qui écoute. Notre prochain webinaire, Inside OSV, aura lieu mardi 16 sur le salon Next Summer, donc le nouveau format de sport achat été. Il y aura Gaylor Pedretti qui fera une présentation complète de l'espace d'exposition, les animations, des modalités d'inscription. On vous communiquera l'horaire d'ici peu. Et puis en attendant, on souhaite à tout le monde une excellente journée. Excellente journée à vous deux. Et puis merci à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.